Mais après, c'est le problème de la crypto, c'est le problème des startups en général, c'est que on a des projets qui lèvent beaucoup d'argent très rapidement, ou grâce à des VC, ou parce que le token a pris beaucoup de valeur assez rapidement, et du coup se mettent à dépenser à ce qu'ils considèrent à hauteur de leurs moyens. Et sauf qu'en bear market, quand les marchés perdent 90%, les revenus suivent et ils font 90%, moins 90% en même temps. Et surtout sur des nouveaux projets dont c'est le premier site. Et forcément, moi, je vais les citer parce que je pense que c'est un bon exemple. Je sais pas si tu penses à eux, mais de toute façon, c'est juste un exemple. Crypto.com, Crypto.com, ils ont arrosé en millions de millions. Il y avait leur nom sur des Formule 1, il y avait Matt Damon en clip, etc. Pendant le bear market, on les a plus vus. Ils sont passés sous le radar. Ciao, bye bye. Et là, c'est remonté. Je crois qu'ils ont fait un featuring avec Eminem. Mais Ouais. tu sais que c'est très cyclique comme truc. Et Mais si c'est les marchés un peu... redescendent, ça m'étonnerait pas que Crypto.com, on les voit plus pendant un petit moment. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Il faut savoir s'adapter. Moi, c'est un de mes, c'est un de mes repères pour voir si on est en train de partir ou pas, quoi. Une fois que ça va lâcher les budgets marketing assez violemment, je pense qu'on pourra être sûr que on est parti, quoi. Bah, Et c'est pas après, encore ça le reste. cas. Après, tu peux avoir des projets qui font énormément de marketing, mais qui ont quand même de la qualité derrière, tu vois. Je trouve que Bah, moi, Crypto.com, c'est une tu bonne parlais de plateforme, hein. Crypto.com, moi je suis très fan, hein. Je trouve Ouais, que leur en vrai, service, j'ai la encore eu carte, elle affaire marche. aujourd'hui avec eux. Bah, moi, ma carte, elle marche, elle rapporte du crocro, j'attends le boule, mais j'ai eu encore affaire aujourd'hui à eux, et franchement, le service client impeccable, rapide, efficace. J'ai Ouais, ils pas, bossent, j'ai- hein. Perso, le seul moment de doute que j'ai eu par rapport à Crypto.com, c'est quand il y a eu le crash de FTX, qui s'est révélé rapidement être désastreux d'un point de vue de la gestion pure et dure de l'entreprise et de toute la fraude qu'il y a eu derrière. Mais surtout, c'était à ce moment-là où Binance aussi ont choisi de mettre le petit coup de pied dans la fourmilière et aussi d'envoyer une pichenette au passage à Crypto.com en mode vous êtes les prochains. Et là, c'est vrai qu'on se posait pas mal de questions de si ça allait pas tomber dans la foulée, tu vois, au niveau de ces dominos-là. Et force est de constater qu'ils sont toujours là et c'est Ouais, plutôt ils tiennent cool le pour coup, eux, hein. quoi. Ils tiennent le coup, et pourtant, quel torrent de merde t'as pris, hein, mon pauvre CM, il y a 3 ans, il y a 4 ans, où tu étais l'un des premiers à parler de crypto.com quand ça valait rien et qu'il il y avait pas grand-chose. Ouais. 4 ans plus tard, beaucoup de tes détracteurs, ils sont morts, et crypto.com, ils sont encore là, et le service, il fonctionne. Après, est-ce que Ça le a token est été plus haut ou plus bas? Ça, c'est des fluctuations du marché. Mais très clairement, je pense que t'as pas mérité tout le torrent de merde que t'as reçu à l'époque. ça a été le tout premier exchange, mais surtout plateforme et application, à me tendre la main fin 2019, début 2020, de souvenirs. Et donc, au début, vu que YouTube, ça devait faire du 50 balles par mois ou 100 balles, j'étais bien content d'avoir les 400, 600, 800 dollars de crypto.com pour tout juste commencer à alimenter la chaudière, tu vois. Puisque, pour rappel, moi, au niveau de mon expérience crypto, j'ai vu le cycle de 2017 se passer sans y participer. J'ai investi en 2018 mes deniers, mon livret A, à hauteur à peu près de 15 000 euros. C'est tout ce que j'avais après avoir quitté un CDI dans lequel j'étais depuis 3-4 ans. Donc, en gros, une main devant, une main derrière. Je perds la moitié de tout ce que j'avais en 2018 et je coupe en décembre 2018, au pire moment. Et je me dis, début 2019, est-ce que je jette l'éponge et je passe à autre chose, ou est-ce que je me retrousse les manches et je me mets vraiment à apprendre à fond sur l'analyse technique, à fond sur le fondamental, à fond sur tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et en mars 2019, j'ai lancé CM d'un point de vue site écrit parce que j'avais pas du tout prévu de faire des vidéos à la base. Et l'été, ça s'est mué en YouTube et la communauté a répondu présent parce qu'il y avait une place à prendre sur des daily et tout ça. Et ensuite, ça m'a permis, moi, de regravir cette échelle, mais tout en profitant des 6 premiers mois de 2019 qui ont été plutôt positifs, avec la remontada de 3 000 dollars à 14 000, 13 500 à peu près à cette période, au printemps 2019. Ce qui fait que j'avais détecté à ce moment-là, juste pour faire la petite rétrospective parce que c'est marrant, je me retrouve à moins 50% sur mon fric. Donc à peu près, il me restait 7-8 000 sur 15 000. Et j'avais vu que sur XRP,
BAT, Basic Attention Token, et un autre, ils n'arrêtaient pas de faire des mouvements genre de 8 centimes à 10 centimes, mais genre sans arrêt. Toutes les semaines, le truc, il revenait à 8 centimes, il repumpait à 10, 11. Il revenait à 8 centimes, il repumpait à 10, 11. Et en gros, en faisant vraiment du très court terme à ce moment-là, et systématiquement en mettant mes 7-8 000 balles, en quelques semaines, je me suis refait voilà, mes 15 000, puis 20 000, etc. Et là, une fois que je suis revenu à l'équilibre, je me suis dit, tu souffles, t'es pas plus con qu'un autre, tu vas investir petit à petit. Et en même temps que CM a connu son ascension, ben, ça m'a permis de découvrir l'écosystème plus en profondeur. Et je pense que finalement, le chemin que j'ai parcouru moi-même à faire toutes les pires conneries du début, eh bien, au final, la majorité vont être confrontés à ça, des primo-investisseurs dans la crypto. Et on aura beau dire à quelqu'un qui arrive aujourd'hui tout ce qu'il ne faut pas faire, est-ce que s'il ne fait pas les erreurs lui-même, il va pouvoir apprendre et se confronter justement à tout ça? Je ne sais pas. Alors moi je suis d'accord avec toi CM, mais c'est mieux qu'il ait les bons outils. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu vas au front, tu vas te faire défoncer, ça c'est clair, mais au moins autant y aller avec un vrai fusil et puis un casque qui Pas les tient le coup, pistolets. quoi. Voilà, parce que et du coup, si vous pouvez aller sur la blockchain en utilisant le wallet Rabi, si vous pouvez utiliser un ledger, si vous pouvez faire attention là où vous cliquez pour éviter les bêtes erreurs de phishing pour perdre votre argent, si vous pouvez éviter les protocoles vraiment qui ont la syphilis, quoi, c'est déjà des erreurs bêtes qu'on peut éviter. Ça ne veut pas dire que vous allez être riche garanti. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire d'erreur. Vous allez forcément acheter le mauvais token et vous prendre des bangs par le marché parce que ça, c'est normal et ça fait partie de la vie de l'investisseur. Mais j'ose espérer que notre émission, depuis maintenant plus de 3 ans, on vous apporte des éléments qui contribuent à vous donner un petit peu d'armes pour aller au combat, quoi. D'un autre côté, je vois qu'on est quand même pas très nombreux, donc il doit rester que les vrais. Ouais, là, ça s'est calmé. On était remonté un petit peu et là, 2-3 semaines de marché morose. Moi, je le vois sur les marchés. D'ailleurs, on va commenter un petit peu les marchés puisqu'on est là pour ça. Faut pas déconner non plus. Je le vois sur les marchés de liquidité. Les taux d'intérêt baissent. Donc, on était entre 8 et 12% pour emprunter du stable. Là, on est sur une moyenne à un mois. J'avais sorti les chiffres sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le Discord de CM. Il y a beaucoup de ressources. La communauté est assez active. Donc, si vous avez des questions pendant la semaine, parce qu'on ne peut pas répondre à tout pendant les lives, etc., le Discord, c'est vraiment fait pour ça. Vous trouverez la communauté et généralement, il y aura quelqu'un de compétent qui répondra à vos questions, voire nous-mêmes, puisque moi, j'y suis tous les jours sur le Discord. Ça ne veut pas dire que je réponds dans la seconde ou que je réponds à tout, mais j'y suis assez récent. Et donc là, je vois les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt à un mois sur l'USDC est tombé à 7,5%, alors que si on regarde les taux à 3 mois, on était à 9%. Et à 6 mois, on était même au-dessus de 10. Donc, on a bien une demande de liquidité qui s'affaiblit en ce moment. On a le projet Ethena qui avait beaucoup fait parler de lui, qui fonctionne sur un carry trade. C'est-à-dire que quand les marchés montent, ils ont une position longue avec une position short, je le simplifie, et qui leur permet d'encaisser le paiement des gens qui ouvrent des positions sur le marché, mais c'est rentable quand le marché est long. Là, en fait, le rendement il est passé de 60% au début, où il y avait pas mal de spéculateurs qui étaient là à la hausse. Là, la dernière fois que j'ai regardé, c'était à 10%. C'est peut-être remonté un tout petit peu, mais on est sur du yield qui s'écrase quoi, sur ce marché-là. Là, effectivement, au 1er mai, il y a toujours un petit peu de décalage dans leurs chiffres. Au 1er mai, on était à 13%. Donc, c'est pas un truc incroyable sur ce truc-là. On est passé de 60 à 13%. Pendle aussi, qui spécule sur les taux d'intérêt, qui spécule sur les airdrops, etc. C'est une plateforme assez intéressante. D'ailleurs, on en reparlera dans les prochaines semaines avec la sortie. Si Spectra est capable de sortir sa V2, on verra. On verra si on en parlera dans quelques semaines ou dans quelques années. On vous embrasse, mais bon, votre V2 qui était censé sortir il y a 1 an et demi, on l'attend toujours. Non, mais elle va être très très bien.
Ah bah, j'espère qu'ils ont résolu les intrications quantiques ou je sais pas quoi, parce que vu le temps qu'ils ont mis à la sortir. Mais bon, si ça sort un jour, eh ben, ça nous fera un sujet d'émission pour expliquer un peu ce que c'est les yield tokens, les principal tokens, parce que c'est très complexe, mais c'est relativement intéressant et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Mais ce que je voulais dire, c'est que les taux d'intérêt là-dessus sur les yield tokens, donc la spéculation sur les rendements futurs, elle s'écrase aussi. Donc on est vraiment sur un marché qui anticipe ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, c'est-à-dire sell in May and go away, où il n'y a pas beaucoup d'optimisme. On est sur une macroéconomie et je pense que là, je vous passe la main là-dessus pour commenter un peu ce qui se passe au niveau de la Fed, etc., qui ne donne pas non plus énormément de signes d'optimisme. Donc, je suis désolé, je suis censé être le permanent optimiste de cette émission, mais je maintiens ma position que j'ai eue dans cette émission avant la coupure il y a quelques semaines. Je ne pense pas qu'on va passer un grand été sur les cryptos en général et même sur les marchés financiers en général. Si ça doit s'améliorer, ça s'améliorera aux alentours de l'élection américaine, voire après l'élection américaine, mais ça dépendra de qui gagne. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça va être aussi ça, un truc vachement important en fait sur la fin de cette année. Ça peut à la fois avoir un impact positif, mais aussi un impact négatif pour la suite. Et aux crypto, et par rapport aux crypto-actifs et par rapport au marché traditionnel. Après, d'un point de vue régulation pure et dure aussi, vu qu'en ce moment, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus présent. On a tout le côté DeFi qui s'est vachement fait attaquer avec Uniswap récemment et encore plus là récemment Robinhood qui s'est reçu une notice. Donc, MetaMask, Consensus aussi. Ouais. Est-ce que petit à petit, l'étau, il n'est pas en train de se resserrer autour de tout ça et surtout des États-Unis avec le baroud d'honneur qui serait d'essayer de s'attaquer à USDT, au stablecoin? Moi, je pense que les États-Unis, ils déroulent leur plan de manière propre. Et en fait, c'est visible, tout le monde le sait, et pourtant, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas. Tu vois, ça se passe sous nos yeux sans qu'on réagisse plus que ça. Le début du plan, c'était de sortir Binance pour donner à Coinbase la place d'honneur. On a CZ qui s'est pris 4 mois de prison avec l'indication de t'es gentil, mais le marché crypto, ouais, le fameux 4. C'est comme quoi le monde est assez ironique. Mais, et l'indication de t'es gentil, mais la crypto, ça va se trader chez Coinbase parce que Coinbase c'est coté en bourse et c'est chez nous et on peut le contrôler. Et comme ça, on peut demander à Coinbase la couleur des slips des utilisateurs si ça nous chante. Et ça, c'est la réalité. On a perdu la bataille de la privacy dans la crypto. Et ça, c'est un fait indéniable. On a les développeurs de Samurai Wallet, qui était un wallet que j'utilisais beaucoup il y a un paquet d'années, qui faisait du mixing puis pour donner de la vie privée aux utilisateurs. Les deux développeurs se sont fait arrêter et ils sont a priori en prison actuellement en attente de leur procès, etc. Monero, ça se fait délister de partout. Toutes les blockchains vie privée se font délister. Donc, on est vraiment dans un contrôle de la crypto. Et de plus en plus, on commence à avoir des exchanges qui disent quand tu retires ou quand tu envoies des sous d'un exchange à un autre, c'est pourquoi, c'est à qui donner l'identité à qui vous envoyez et indiquer toutes les informations nécessaires. Et malheureusement, ça va devenir la normalité. On a perdu cette guerre-là. Et je ne pense pas qu'on pourra rattraper ces libertés. Parce que quand l'État prend des libertés aux citoyens, il ne les rend jamais. Et ça, c'est malheureusement un constat qui est avéré au fil et à mesure de l'histoire. À moins d'une grande révolution ou ce genre de choses, les libertés perdues sont perdues à jamais. Donc, vas-y. Après, on va voir aussi si c'est pas ces mêmes entités à un moment qui ont aussi besoin de privacy, tu vois, parce que la privacy pour personne, ça veut aussi dire la privacy, tu vois, s'il y a des échanges de BTC, de machin, que les adresses sont connues, etc. Soit ça va vraiment changer le paradigme et de comment fonctionne, et en tout cas la relation à la transparence de certaines entités. Soit au bout du compte, il va y avoir quand même un besoin pour une certaine privacy et on va revoir fleurir à un moment ou à un autre des outils et ce sera compliqué quand même d'avoir un double langage à ce niveau-là, de dire une banque a le droit d'être de garder son anonymat, sa vie privée, mais par contre un citoyen n'a pas le droit. En tout cas,
on peut imaginer que ce soit. Moi, je pense ce soit que ça dit les comme dérangerait hein, pas de faire ça. Hein. T'inquiète. Non, ça les En tout cas, dérangera ils pas, vont mais je veux essayer. dire, est-ce que c'est tenable à voir, quoi. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est les stablecoins. USDT se fait taper dessus de tous les côtés. Pourquoi? Parce que c'est le leader incontesté. Les gens veulent l'USDT. Et du coup, ça plaît pas énormément aux États-Unis puisque Circle, c'est le bon élève, c'est le compliant, c'est celui qui coche toutes les cases et qui donnera la couleur de votre slip aussi à tout régulateur qui le demande sans poser de questions. Et du coup, on a un USDT qui, a priori, va pas être MiCA compliant en Europe et pas vraiment le bienvenu aux États-Unis. Et commence petit à petit, il y a les échangeurs européens commencent à annoncer qu'ils vont délister l'USDT. Là encore, hein, on a les États-Unis qui resserrent les taux et qui reprennent le contrôle. C'est un état de fait. Aujourd'hui, on peut penser que c'est bien, on peut penser que c'est pas bien, on peut penser ce qu'on veut, mais en fait, ça arrive et je suis pas sûr qu'on puisse y faire grand-chose. Ouais, à voir. Après, le monde est vaste. Hein. Le monde ne se limite pas aux États-Unis et les États-Unis se tirent quand même pas mal de balles dans le pied. On a vu quand même pas mal en ce moment de gens qui crisaient, enfin d'Américains qui crisaient parce que les règles d'imposition aux États-Unis sont clairement débiles. Enfin, c'est-à-dire que, en tout cas, si le but est que les gens ne s'enrichissent pas, je pense que le but va être facilement atteint. Mais déjà, c'était pas simple de suivre une comptabilité quand on faisait de la crypto aux États-Unis. Mais si vous mettez à côté une hausse des impôts plus les taxes sur les profits non réalisés. Ouais, ça, c'est un bordel. Hein. Là, vous êtes quand même à un instant T, vous êtes à plus 100%, vous payez vos impôts, mais il y a le DEF qui dump juste après et au final, vous êtes à zéro. Donc finalement, vous n'avez pas l'argent pour payer l'argent que vous auriez dû. Ça va faire du monde en prison si jamais ça doit vraiment se passer comme ça, quoi. En vrai, c'est chaud. Hein. Moi, j'ai le Canada a commencé à faire ça. Là, j'ai un bon pote à moi qui est entrepreneur au Canada. Là, il a dit c'est bon. Donc, il a payé ses impôts parce que tu peux pas, tu vas pas non plus faire quelque chose d'illégal. Mais là, il a payé ses impôts puisque c'était là maintenant. Hein, c'était ce mois-ci. Je crois que la date limite, c'était il y a quelques jours ou c'est dans quelques jours, je me souviens plus exactement. Et il dit c'est bon, je ferme ma boîte et je me casse. Et il quittera le Canada dans l'année. Et d'ailleurs, Trudeau l'a su et a dit qu'il allait doubler l'exit tax et lui mettre une pénalité en passant parce qu'il n'allait pas s'en tirer assez bon. Et tu as aussi le concept qui arrive en Europe où ça se démocratise de plus en plus, la citoyenne tax, la citizen tax. Où, tu sais, aux États-Unis, si tu es américain, tu peux vivre n'importe où dans le monde, tu payeras les impôts américains. Et si tu payes des impôts, si par exemple tu es américain et que tu vis en France, tu payes tes impôts français. Et si les impôts américains sont supérieurs aux impôts français sur certains sujets, tu payes la différence aux États-Unis. Il n'y a que les États-Unis qui font ça. Enfin, très peu d'autres pays font ça. Et ça commence à être discuté pour arriver en Europe, notamment en France. Et ça va être un truc assez impressionnant. Moi, je pense que je vais prendre un autre passeport si ils mettent ça. Ouais. Mais c'est étrange, moi, la direction dans laquelle on se dirige. Je suis désolé de faire... J'essaye d'être le moins politique possible. Mais pour moi, on est sur un constat de... ils ont claqué des thunes à ne plus savoir qu'en faire pendant le Covid. Ils ont imprimé. Ils n'arrivent pas à maîtriser l'inflation. Puisque, quoi qu'on en dise, l'inflation a baissé. Hein, on n'est pas au pic des 10% qu'on a eu il y a 18 mois, mais on est sur une phase de plateau sur l'inflation et je n'ai pas l'impression que ça descende dans des objectifs qui sont atteignables. Et ils ne savent pas comment gérer le truc, là. Donc, ils sont en train de resserver la vis de tous les côtés. Et je trouve qu'on va dans une direction qui est particulièrement gênante, quoi. Tu sais, on voit un peu les solutions qui sont esquissées pour l'instant, que ce soit en France, en Europe ou même aux États-Unis. On va potentiellement vers... Alors en France, c'est compliqué parce qu'on a déjà des impôts très élevés, mais on va potentiellement vers une hausse d'impôts pour limiter les déficits, hein, grosso modo, ou en tout cas pour permettre de rembourser les intérêts de la dette
avec de l'argent. Le problème étant que, comme tu l'as dit, hein, s'il y a plus d'inflation, il y a grosso modo moins d'argent qui est prêt à dépenser, donc moins d'impôts, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux. C'est à mon avis un gros casse-tête. Moi, je pense qu'ils ont cassé la machine. Hein. On s'en rend Il y a de grandes compte. chances. Je pense qu'ils ont cassé la machine et qu'ils ne savent pas comment remettre le. Les Américains, je ne sais pas, parce qu'ils ont un peu de marge de manœuvre au niveau des impôts. Ils ont quand même une croissance qui n'a rien à voir avec celle de l'Europe. Nous, on s'est clairement suicidé. Le dollar est ultra fort. Le dollar est ultra fort. Nous, on s'est suicidé entre l'arrêt de l'énergie pas chère, avec le gaz russe, les choses comme ça, la dette galopante, etc. Très, très compliqué, à mon avis, en Europe. Et ça ne m'étonne pas non plus, alors là, on fait un peu de politique, mais bon, allons-y, mais ça ne m'étonne pas non plus qu'on ait aussi des politiques écologiques qui se veulent être un peu drastiques, parce que toute cette énergie qu'on ne peut pas consommer, il faut bien trouver des bonnes raisons. Et je pense qu'aussi l'histoire de la transition, et notamment ce qui sort en ce moment sur la redirection des investissements de l'épargne européenne vers la transition écologique, c'est aussi un narratif qui tend à ça. Et pareil, on en revient à ce qu'on disait, à la privacy, la liberté, etc. Est-ce que au final, on a assez de choix pour laisser aux gens le choix? Et je pense que c'est joliment dit. Et je propose qu'on revienne aux cryptos, parce que ça fait un sacré écart. Et on n'est pas là pour vous parler de politique, parce qu'on n'est pas expert. Des émissions politiques, il y en a plein. Des éditorialistes, il y en a plein. Vous avez le droit d'avoir vos propres opinions et on les respecte. Nous, on est là pour parler de crypto. Et c'est ce qu'on va faire dans ce live. Alors, par rapport à l'action de prix récente, du coup, comme moi je la commente au quotidien, vous en avez pensé quoi de cette descente sous les 60 000 là, les altcoins qui se sont pris une tatane? Enfin, c'est vrai qu'on a quand même un peu aussi, nous, l'expérience des années passées et de tous ces printemps ultra florissants qui ont tendance à un claquement de doigts se transformer en un calvaire juste avant l'été à chaque fois. Et là, j'ai eu la sensation que voilà, c'était un peu la pente glissante, mais pour l'instant, ça a l'air d'être maintenu en lévitation dès qu'on vient un peu sous les 60 000. Donc, on a vu que d'un point de vue on-chain et d'un point de vue des achats ETF, on a toute cette zone autour de 58 000. D'un point de vue du coût de minage, maintenant, post-halving, on a les entités américaines qui sont autour de 50-55 000. Donc, ça fait quand même un bon billet pour miner du BTC. Donc, surtout, quel est votre ressenti autour de ça, messieurs? Sur ce sujet-là, alors, ce qui sauve les mineurs actuellement, c'est qu'il y a de la spéculation sur du NFT, j'appelle ça du NFT, mais c'est pas vraiment, du BRC20, du Ordinal et pas mal de choses sur Bitcoin. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de frais qui sont engrangés sur la blockchain Bitcoin. Là, je regardais pour vérifier si c'était encore le cas, mais il y a 8 millions de dollars de frais qui ont été payés aux mineurs sur 24 heures, ce qui est quand même pas mal et ce qui est largement supérieur d'Ethereum. Pendant les 3 dernières années, quasiment, Ethereum a dominé très largement, avec plusieurs multiples, l'utilisation et les frais pour utiliser la blockchain. Ce n'est plus le cas depuis plus de 6 mois. Depuis plus de 6 mois, les gens utilisent massivement et sont prêts à payer pour utiliser Bitcoin. Donc ça c'est un revenu complémentaire qui vient contribuer à l'activité du mining. S'ils perdent ça, ça va devenir très compliqué pour eux parce qu'effectivement, depuis le halving, leurs marges sont très très faibles sur l'activité du block reward. C'est-à-dire que historiquement, dans toute l'histoire de Bitcoin, sauf depuis, je dirais, 2022, fin 2022, début 2023, où il y a eu un petit peu cette hype des activités on-chain sur Bitcoin, 90 à 95% du revenu des mineurs de Bitcoin était sur le block reward, c'est-à-dire les Bitcoins qui étaient créés, cette inflation de Bitcoin qui était créée et distribuée, les fees,
c'était quasiment rien, voire au tout début de Bitcoin, c'était presque gratuit de faire des transactions sur Bitcoin. On pouvait faire du 0 sat, alors ça c'était vraiment au tout début, mais quelques sats par byte sur Bitcoin, ça passait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on est sur une blockchain qui arrive à maturité. Pour moi, c'est la chose la plus bullish sur le Bitcoin parce que une partie de mon opinion bearish sur l'actif Bitcoin, c'était le fait que c'était vachement bien, c'était le plus sécurisé et c'était le plus prévisible, entre guillemets. Mais il y avait ce problème d'économie et d'économie réelle sur la chaîne. Depuis qu'ils ont ce truc où ils arrivent à faire leur même coin et leur shitcoin sur leur propre chaîne, ça a changé les fondamentaux de l'actif pour moi. Donc, ça maintient un matelas de sécurité de ce network. Après, les 7 millions que tu vois, qui datent d'aujourd'hui ou d'hier, c'est effectivement dû à une grosse activité de minting qui a eu lieu hier pendant à peu près 1 heure et qui a fait exploser les frais. Un peu à la manière de ce qu'on voyait sur Ethereum. Mais on a ça plusieurs fois par semaine, non? À 7 millions, je suis pas sûr. Hein, parce non, que, 7 millions, non, mais tu vois, le 7-day average, c'est 3,2 millions. Ce qui est déjà correct. Hein. Ah oui, c'est très correct. Légèrement inférieur à Ethereum, mais c'est pas mal, non? Franchement. Là, je vois que le gaz sur Ethereum est à 6. Si vous avez des choses à faire, c'est le moment. Hein. Révoquer des contrats, envoyer des cryptos sur des L2, bridger, claim, ceux qui utilisent des protocoles genre type Curve ou des choses comme ça qui sont très très chers en temps normal, n'hésitez pas à aller faire vos transactions maintenant. Et je pense qu'aussi moi je vais plus loin, dégager du mainnet. Dégager du mainnet. Vous prenez vos clics et vos claques, vous prenez votre argent et vous le sortez d'Ethereum et vous allez le mettre sur Arbitrum, sur Optimism, sur Polygon, sur Mod, sur ce que vous voulez, zk-sync, le layer 2 que vous voulez, Avalanche, voilà. Et vous vous dégagez d'Ethereum. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas 50 opportunités où le gaz est pas cher et faire cette action va vous coûter 30 balles. Alors qu'en bull market, quand le gaz est plus à 40 ou 50, ça va vous coûter 800 balles de faire la même chose. Donc, vous prenez vos clics et vos claques, vous en profitez, vous faites ça le matin. Le matin, c'est encore moins cher. J'ai fait des transactions à 6 JY. Là, c'est à 9 à 6 JY ce matin. Et parfois, ça tombe même à 5, etc. C'est des choses très rares et on n'avait pas vu ça depuis des années. C'est Denkun qui est assez efficace, puisque une grosse partie, maintenant, tu as les transactions layer 1 et tu as les blobs qui sont la notarisation des layer 2 et c'est séparé en 2 trucs. Ce qui fait que ça a bien réduit les frais de transaction sur le layer 1. Donc, il faut en profiter, quoi. Et vous en pensez quoi par rapport à Ether en tant qu'actif, justement, on va dire, ce blocage à court terme en ce moment par rapport aux États-Unis, sur lequel ça préspécule à la fois sur une quelconque approbation à un horizon de temps entre mai et 2025, quoi. Enfin, si c'est pas maintenant, ça sera peut-être plus tard. Mais le truc un peu plus sournois autour de ça, c'est qu'il y a pas mal d'articles là qui sont parus ces jours-ci. Alors, est-ce que c'est du FUD? Est-ce que c'est des bruits de couloir? Voilà, on le saura en temps utile. Mais du fait que la SEC essaierait malgré tout par des tours de passe-passe, comme elle l'avait déjà essayé pour Bitcoin, de bloquer un maximum en amont, sauf que Bitcoin ne pouvait pas être qualifié de security, de qualifier Ether et donc d'autres actifs dans ce style de security pour ne pas approuver l'ETF. Je ne sais pas si vous pensez que c'est quelque chose de l'ordre du possible ou si on a déjà dépassé ce stade. Je pense que sur Ethereum, on a dépassé ce stade, mais si on est concret et qu'on est réel, si la SEC... En fait, c'est de la faute de la SEC. C'est-à-dire que s'ils voulaient tuer Ethereum, ils auraient dû se le réveiller en 2015-2016, c'est-à-dire pas longtemps après. En fait, ils avaient une occasion parfaite de tuer Ethereum en 2016 quand il y a eu The DAO. Parce que The DAO, c'était vraiment un shit show incroyable. Que l'ICO d'Ethereum, c'était quand même un shit show aussi. Faut être honnête. Hein, quand quelqu'un dit qu'il est cofondateur du Ethereum, vous avez 9 chances sur 10 que ce soit un scammer. Hein. Vous avez aller chercher les noms et regarder un petit peu quel genre de personnage était là au tout début d'Ethereum. C'était l'odeur du truc, quoi.
Et quand The DAO est arrivé, pour resituer, The DAO, c'est un énorme hack de smart contract où il y a 15% de tous les Ethers qui ont été subtilisés, entre guillemets. Et ils ont fait un hard fork où ils ont changé l'état de la blockchain pour annuler le hack. Donc, tous ces genres de trucs, franchement, moi, si j'étais anti-crypto et que j'étais un régulateur américain, je ferais merci les amis, mais on va arrêter, on va sonner la fin de partie, je souffle dans le sifflet et puis on passe à autre chose. C'était vraiment l'occasion. Aujourd'hui, on est en 2024. The DAO, c'était il y a 8 ans. Le supply, l'importance d'Ethereum Foundation aujourd'hui, la diffusion du supply, la diversité des applications. Moi, j'ai pas Vitalik qui m'appelle quand je fais une proposition sur AB. Hein. Et c'est a priori, il y a une indépendance totale des acteurs de l'écosystème d'Ethereum. Et je suis pas sûr que Vitalik, on l'écoute. C'est le mec qui fait Blast. Je suis pas sûr qu'il écoute Vitalik. Hein. Donc il n'y a plus vraiment des éléments qui pourraient qualifier Ethereum de security aujourd'hui. Ça me semble peu crédible. Tout est possible, mais si la SEC tente le coup, je pense qu'ils vont se faire laminer au procès. C'est pour ça qu'ils n'essayent pas. Parce que pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a aucune action qui est dirigée sur l'Ethereum Foundation. Ouais, mais après, alors j'ai vu une petite vidéo de notre ami Michael Saylor qui disait, qui jurait par tous les noms d'oiseaux que il y avait que Bitcoin, there is no second best, on le sait, oui. Et que Ethereum et n'importe quel autre ETF crypto ne serait pas accepté avant les 10 prochaines années. Donc lui était très très bearish sur les ETF crypto. En même temps, c'est son business. Lui, il prend ses frais de commission. Hein. Donc... Tout à fait. Bon, il était en plus en conférence. Après, bon, je le rejoins pour pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de tokens qui sont en vrai des securities. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Il faudra un peu plus de régulation. Après, sur Ether, je suis toujours sur un 50-50. Comme tu l'as dit, la SEC aussi fait son cinéma et elle peut être suivie dans une certaine mesure. Ça peut dépendre de différents facteurs. Après, on a quand même, à mon avis, des gars type BlackRock et compagnie qui ont vu quand même le succès de l'ETF Bitcoin et qui aimeraient bien remettre une deuxième couche avec un ETF Ethereum. Et ça sur l'ETF Ethereum, il y a le revenu du staking. Donc, c'est très sexy pour les épargnants. Et eux, ils vont se prendre non seulement une commission sur le staking lui-même, que, ils vont faire tourner des notes Lido. Hein. C'est, croyez-moi, BlackRock, ils rigolent pas. Hein. S'ils peuvent prendre une commission, ils vont la prendre. Et ils s'y connaissent mieux en business que nous tous réunis. Hein. Donc, s'ils peuvent prendre une commission sur les revenus du staking, ils vont la prendre. Et en plus, double effet qui se coule, ils vont prendre une commission sur les holdings que je te dis des Ethers en eux-mêmes. Donc, s'ils peuvent prendre 2 frais, ils vont le faire. Hein. Donc, donc ça, eux, ils peuvent pousser dans le sens de l'approbation. Après, je ne sais pas quel effet sur le marché peut avoir un refus de ces ETF sur les terres, etc. Est-ce que ça peut vraiment mettre un coup d'arrêt pour l'été, etc., ou même plus long? En tout cas, c'est sûr que c'est pas très bullish, étant donné que on l'attend quand même un petit peu. Donc, l'avenir va nous dire. De toute façon, on va être fixé dans pas très longtemps parce que je sais, c'est quoi déjà 3 semaines, c'est 26 mai, si je dis pas de bêtises, 25 ou 26 mai. Je vous laisse confirmer dans le chat. C'est vraiment dommage parce que si on avait eu, à contrario, un cadre bien plus favorable, tu aurais certainement à ce jour ETH qui serait déjà sur son ex-ATH. Hein, donc, oui, largement. De toute façon, les amis, moi, je maintiens ma position bearish moyen terme, c'est-à-dire que je pense que jusqu'en septembre, voire après l'élection, on va avoir un marché qui latéralise, voire qui est baissier. En tout cas, c'est ma vision des choses. Le Joker, où je m'autorise de changer complètement d'opinion et de faire 180 degrés, c'est que on a une surprise, ETF en mai. Il n'y a personne dans les analystes qui est confiant là-dessus, donc ça me semble assez compliqué. Ce serait une vraie surprise. Et du coup, comme c'est une vraie surprise, le marché ne l'a pas anticipé et ça réagirait très fortement à la hausse. Deuxième, c'est la proposition deadline BlackRock en août. Ça, j'y crois encore moins. Une approbation en plein été, ça me semble peu probable. Donc, s'il faut y croire, il faut y croire en septembre, en novembre, en décembre, peut-être début 2025. Il faut comprendre que le temps du régulateur, c'est pas le temps des traders.
Donc, ils ont aucune incentive à se presser. Hein. Ils vont pas mettre ce dossier en haut de la pile. Hein. Ils s'en fichent, hein, la SEC. Surtout qu'on est sur une année électorale. Donc, avec la moitié de l'éventail politique qui est absolument anti-crypto et qui a fait de la crypto l'un des fers de lance en disant il faut éradiquer la crypto c'est mauvais, etc. Sachant que c'est le côté de l'éventail politique qui a été financé par SBF. Hein. Mais bon, ça c'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu contre. Je vous laisserai faire vos propres conclusions politiques là-dessus. Ouais, on va voir. Les élections américaines vont décidément être passionnantes. Parce que nos amis démocrates, ils ont été arrosés de chez arrosés, quoi. Ouais, vraiment... Mais je rappelle quand même que SBF lui-même, c'était le deuxième plus gros donateur privé des États-Unis, quoi, du Parti démocrate, quoi. Enfin bref. Avec l'argent des gens qui avaient déposé, d'ailleurs, à travers le monde, hein, parce que. Ouais. Ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas rendu l'argent, hein, bizarrement. Hein. Ça, ils le gardent, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, ça n'a pas été beaucoup plus loin. À savoir quand même que même si on a le président, un changement d'administration, etc., aux États-Unis, je vous rappelle que ça ne change vraiment qu'au bout d'un an, puisque le président est élu et prend ses fonctions un an après. Donc, ça nous laisse quand même au final un bull run à passer sous l'administration actuelle, hein, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Oui, mais alors, il est très rare, voire quasiment impossible en fait, quand il y a une alternance, ils font pas passer des lois qui sont controversées, tu vois, qui sont pas dans leur camp, tu vois. Enfin, un peu, quoi. Je suis pas un expert politique, moi non plus, politique américaine, mais généralement une alternance c'est respecté. Ce serait assez étonnant qu'ils respectent pas la voie de la démocratie. Et s'ils ont voté pour le camp d'en face, ils vont pas dire ah bah vas-y, on a un an, on passe toutes les lois avant de se faire virer. Généralement ça marche pas comme ça. Enfin, sauf s'ils ont envie de faire Capitole le retour, Capitole 2. Ouais. Moi, je ne sais pas ce que donne le token Trump sur Solana depuis ces quelques temps, mais je me rappelle qu'il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais des potes qui disaient que c'était assez marrant ce qui se passait sur Solana au niveau justement des mêmes coins comme ça, politiques entre guillemets. Ouais, c'est Trump et Biden token, les gens parient dessus. Hein. Mais bon, on ne vous invite pas forcément. Non. Sur vous, les fondamentaux sont de zéro. Dis-nous tout. Par rapport au timing, du coup, est-ce que vous pensez qu'on est en train petit à petit de récupérer le timing des autres cycles sur lequel finalement on était parti trop vite, trop fort là, juste avant ce halving, et qu'on marque une pause bien tassée déjà depuis 2 mois, qui pourrait perdurer, comme tu viens de dire Marc, au cours de l'été, si on fait le crabe ou même que ça continue de baisser un peu, avec peut-être un regain d'intérêt entre l'automne et début d'année prochaine dans ces eaux-là? Moi, je suis tout à fait d'accord, et pour moi, c'est ça. Hein. En fait, il faut comprendre que le monde n'est pas binaire. C'est-à-dire que je suis à court et moyen terme bearish. Ça m'arrive pas souvent, mais je sais comment le film se termine. Hein. Un Bitcoin, ça vaut plus que ce que ça vaut actuellement. La valeur réelle du Bitcoin, en tout cas, que j'estime dans le futur, elle est bien plus élevée que celle actuelle. C'est la même chose pour Ethereum, c'est la même chose pour d'autres actifs. Donc, à la fin, le film, on sait comment il se termine, et il se termine à la hausse, et il se termine en haut à droite. Le seul truc, c'est quand est-ce que la fusée va redémarrer. Et je pense qu'il y a peu de chances qu'elle redémarre entre maintenant et la rentrée. Et probablement, c'est même possible qu'on ait une latéralisation jusqu'en début 2025. Et ça, c'est pas grave. On était là la dernière fois qu'on a eu une latéralisation comme ça. Et ce qu'on a fait, je vous rappelle les amis, c'est qu'on a fait notre DCA, on a rempli nos petits bags, et puis on en profite pour la prochaine fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je suis assez d'accord. Je trouve que on l'a dit souvent, qu'on était parti un peu vite. Je pense qu'on a eu un petit coup de nitro spécial ETF Bitcoin qui a vraiment boosté le truc. On n'était pas prêt, mais on s'est fait coller au siège. Et puis là, il n'y a plus trop de nitro. Donc, on va voir. Ça se trouve, l'ETF Ethereum, c'est un deuxième petit coup de nitro. Donc, on est dans Fast and Furious 12. Ce sera un énorme coup de nitro, le TF. Là, par contre, je me méfierais un petit peu. Si ça part d'ici 3 semaines, c'est pas certain que ça tienne jusqu'à la fin de l'année.
Non, et surtout, ça va partir en vrille, hein, très très vite, très très fort. Et je sais pas si ça va durer, mais au moins, ce sera. Parce que il faut reconnaître que Ethereum et l'écosystème VM, c'est les mal aimés, hein. C'est-à-dire, sauf, et là, ça va nous permettre de faire la transition sur d'autres actifs, sauf sur le restaking qui a eu un petit peu sa hype, certains Layer 2, etc. Mais c'était une méta sur le airdrop. C'est-à-dire que tout ce qui a fonctionné dans l'écosystème Ethereum au sens large, c'est parce que les gens achetaient des choses ou participaient à des protocoles en vertu de je vais peut-être toucher un airdrop. Sauf que l'ensemble des airdrops depuis quelques semaines, voire quelques mois, se révèlent extrêmement décevants. Je pense qu'on peut parler des game layers qui a pas plu énormément. Je pense qu'on peut parler de récemment Renzo, qui est un liquid restaking token qui a fait beaucoup de bruit, où la team a été assez greedy. Hein. Il y a le fameux pie chart, donc le camembert, où c'était une vue d'artiste. Les répartitions. J'avais jamais vu ça. Franchement, même dans les ICO pourris de 2018, ils n'avaient pas tenté le coup du pie chart où t'as la moitié, c'est pas la moitié. Tu vois. La moitié, c'est 70%. Pour ceux qui n'ont pas vu le chart, imaginez que c'était un camembert, il y avait 2 fois 2,5, mais ça correspondait à peu près à 20% 30% du camembert en entier. Parce que c'est plus simple juste de mettre les chiffres et puis c'est pas grave si c'est pas proportionnel au niveau des airs. Non, mais là, c'était vraiment un gros délire. Donc là, les gens se reportent en ce moment et ils sont en train de spéculer sur Swell. Swell, c'est un liquid restaking token / pour moi, il n'y a pas grand intérêt. Je pense que ça ne survivra pas longtemps à son airdrop. Après, voilà, c'est le plus petit, je crois, des liquid restaking tokens. Je crois qu'ils sont encore plus petits que Kelp. Donc les 4 plus grands acteurs, enfin les 3 plus grands acteurs sur le liquid restaking token, c'est EtherFi. EtherFi, ils sont loin devant. Ensuite, vous avez Renzo. Renzo, après leur airdrop tout pourri, je crois qu'ils ont eu 15 ou 20 000 Ethers de redemption dans les premiers jours. C'est-à-dire que les gens, ils ont dit, bon, bah merci, mais non merci, rends-moi mes Ethers et je vais aller les restaker ailleurs. On a Kelp, qui est par l'équipe de Stader, qui fait EtherX, MaticX, BNBX, beaucoup de LST. Et donc qui s'est lancé là-dessus sur ce token-là. Quand il y a eu les événements avec Renzo, le token, le KEP a pris très 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 cher. Et donc le 4e chevalier de l'Apocalypse, si je dis pas de bêtises, enfin t'as Pufferfy aussi qui est très gros. Désolé de ne pas l'avoir cité celui-là. Et donc le 5e, c'est Swell, qui est beaucoup plus petit. Et qui se distinguent pas particulièrement. Enfin, voilà, ils font tous plus ou moins la même chose et plus ou moins sérieusement techniquement. Personnellement, c'est EtherFi que je trouve les plus carrés. En deuxième, je placerais Pufferfy. Et après, les autres, ça se vaut, quoi. Je crois que Renzo et Kelp, c'est des forks. Ils se sont forkés entre eux. Donc, à quelques détails près, c'est le même protocole. Puisque, voilà. Et surtout, tous ces trucs-là, ça vaut la full liquid valuation de ces trucs-là, ça vaut plus de 10 milliards. C'est un marché qui est énorme, alors qu'il n'y a pas d'économie. Hein. Pour l'instant, le restaking, les AVS, c'est du théorique. Hein. Il n'y a pas. Après, moi, j'ai creusé un peu. Alors, déjà, le premier disclaimer, je dirais, c'est effectivement faites gaffe parce que quand on n'a pas, c'est toujours la même chose quand on n'a pas les conditions d'airdrop, quand elles tombent et qu'on est à côté, c'est toujours un peu rageant. On avait vu qu'il y avait des gens qui avaient ragé avec Starknet. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup de gens qui ont joué les multiples avec Pendle, t'en parlais tout à l'heure, etc. Et puis, on se rend compte que finalement, ils auront que 10% de tous les airdrops et que les airdrops des game layers, ils iront plutôt aux gens qui avaient restacké et que les liquid restaking, ils en auront moins, etc. Parce que justement, ça a été gamifié, etc. Donc, c'est un peu... donc, voilà, faites toujours attention quand vous farmez par rapport au risque que vous prenez comparé à ce que vous pouvez gagner, sachant que maintenant, c'est vraiment industriel. Et donc, il y a entre guillemets toujours le même gâteau, mais beaucoup plus de gens pour prendre une part. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai creusé un peu plus ces game layers et que j'ai un peu mieux compris effectivement l'idée. Et tu parlais des AVS, etc. Et je trouve en fait l'idée intéressante pour certains use cases. Donc moi, j'ai moi-même travaillé sur certains use cases là-dessus. Et au final, je trouve que c'est intéressant. Mais après, effectivement, est-ce que ça vaut des 10 milliards, etc. pour l'instant?
Clairement pas. C'est des propositions de valeur qui vont être implémentées, mais ça va prendre du temps et puis ça va aussi demander aux protocoles qui construisent dessus de construire. Donc, il y a déjà une étape avant même d'utiliser GameLayer. Mais surtout, les amis, là en ce moment, ce qui farme énormément, c'est mathématique. C'est-à-dire que là, la TVL des GameLayer, c'est 15,5 milliards. Je crois qu'au plus haut, c'était 16 ou 17 milliards. Vous croyez que vous allez recevoir combien, quoi? Même s'il filait $1 par dollar déposé, il faudrait maintenir une valorisation pour le token lui-même de 17 milliards. Enfin, ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. C'est qui va... Quand on fait de l'airdrop. Voilà, c'est un jeu de dupes et c'est pas possible. Enfin, il y aura forcément des déceptions. Enfin, tout le monde s'imagine qu'ils vont recevoir $50 000, mais c'est pas... Enfin, économiquement, ça ne marche pas, quoi. Et donc, là, quand on regarde les trucs, parce que je l'ai repéré aujourd'hui, là, ça s'appelle The Circuit Staking. C'est pas une... Circuit, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a 3,2 milliards dessus. Vous êtes mignons, mais c'est un ZK roll-up avec de l'IA et de machin. Tu as tous les buzzwords qui s'alignent. Qu'est-ce que ça vaut? Enfin, quelle est la valeur intrinsèque de ce truc-là? Si le token airdrop, quelle valeur ça a réellement? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre en tant qu'utilisateur qui n'a pas 20 millions dessus? Et c'est la question, tu vois, Svelte, on voulait en parler aussi, du jeu de dupes. Tu as Justin Sun qui représente combien des débauches sur Svelte? Parce que là, il est passé en mode industriel, et quand il arrive, il rigole pas, tu vois. C'est un peu comme SBF au cycle dernier. Et je crois qu'il avait pris 20% de tout le airdrop de Etherfi à l'époque, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça avait un peu choqué les gens, où il avait pris une somme hallucinante. Et lui, il est industriel. Bon, voilà, il a pris son ticket sur Etherfi, il va aller sur Renzo, il prend son ticket sur Renzo, bon, il va sur Svelte, etc. Et du coup, les gars, vous croyez vraiment que lui, il est là pour le long terme? Il va prendre son ticket, il va vous le dumper à la gueule, merci, au revoir, quoi. J'ai lu un tweet aujourd'hui, il y a eu l'airdrop de Zero Land et un gars qui disait moi j'ai posé plusieurs centaines de milliers de dollars pendant 30 jours, un truc comme ça, et Zero Land, et il disait c'est deux escrocs qui sont à Dubaï, ils savent pas coder, ils ont fait un copier-coller sur le code d'AV, je sais très bien ce que c'est Zero Land, les mecs ils sont nuls, quoi. Et ça vaut zéro. Non, mais en tout cas, l'airdrop, ils n'ont rien donné, tu vois. C'est-à-dire qu'un gars qui avait des centaines de milliers de dollars, il a eu $800 pour 40 jours de dépôt. Et il disait, j'espère que les petits qui ont mis un peu, en fait, ils vont être déçus parce qu'ils vont avoir 10 balles, quoi. Mais bien sûr qu'ils vont avoir 10 balles. Et encore. Et c'est pire que ça, parce qu'ils seront contents d'avoir 10 balles. S'ils ne se font pas hacker d'ici là, parce que les mecs, ils ne savent pas coder. Au bout d'un moment... aux États-Unis, ils disent beaucoup play stupid games, win stupid prize. Si tu joues au con, tu reçois des conséquences qui vont avec. Et ça n'a pas d'intérêt pour moi. Tous les AV fork un peu scammy, un peu pourris, sur des layer 2 encore plus pourris, mettez votre argent là-dessus et vivez avec les conséquences. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai aucune pitié ni compassion pour les gens qui perdent de l'argent là-dedans ou qui sont déçus par des airdrops. C'est pas des gens qui sont honnêtes à la base. Ils ont juste copié-collé du code et ils ont levé des fonds. C'est bon, quoi. Merci. Il y a la différence, tu vois, avec, entre guillemets, il y a 2-3 ans avec les airdrops, c'est que les airdrops, avant, tu utilisais les protocoles parce que tu avais une appétence pour ça. Et puis, à un moment, tu prenais un airdrop, tu faisais « Ah, trop bien », tu vois. Mais là, je comprends que les gens soient déçus parce qu'on est presque dans un travail qui va te demander des minutes, des heures par jour pour tout faire, etc. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est chronophage. Et quand, en fait, tu reprends pas de retour sur ton investissement, j'ai envie de dire, de temps, et au bout du compte, ça crée des situations où les gens sont un petit peu plus hargneux et c'était moins le cas avant. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font et qu'il y a des moyens qui sont mis en place. Enfin, je vous rappelle qu'il y a quand même des farms d'airdrop,
des fermes de farmers d'airdrop avec des trucs qui automatisent, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant, Layer 0 ont annoncé leur airdrop et ils ont mis un bouton, a priori, si vous êtes Sibyl, appuyez sur ce bouton et vous aurez 15% de moins d'airdrop. Non, vous aurez 15% du airdrop. C'est-à-dire que si vous vous auto-dénoncez en tant que Sibyl, on vous laisse quand même 15% du airdrop. Par contre, si on vous détecte, vous n'aurez rien du tout. Et je pense que ça fait beaucoup de levée de bouclier, mais en même temps, bah, je suis désolé. C'est en quoi Mais après, c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire que il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, enfin, il n'y a pas de. C'est pas binaire comme situation. C'est-à-dire que ces projets-là, ils sont bien contents d'avoir des farmers qui leur pumpent leur TVL, qui leur pumpent leur volume d'utilisateurs, leur volume tout court, parce que ces porteurs de projets-là, excuse-moi, ils vont aller voir les investisseurs derrière. J'étais à Dubaï il n'y a pas longtemps, donc j'ai vu un petit peu la fange. Après, je me mélange pas trop à tout ça parce que ça m'intéresse pas. Mais j'ai vu un petit peu la fange et ils sont là et ils disent ah oui, on a 500 millions de TVL, 2 milliards de TVL et ils font tourner les decks, ils font leur seed round, leur série A, etc. Ils arrivent à lever 2, 3, 5, 10, 20, 25 millions de dollars pour promettre leur token avec le TGE, le machin et tout. Et ils surfent là-dessus. Et c'est grâce aux airdrop farmers qui vont leur apporter de la TVL, alors que le truc, concrètement, ça vaut rien, quoi. Et moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est des produits... Généralement, le produit, c'est le produit. Mais dans beaucoup de choses dans la crypto, le token, c'est le produit. Et le produit en lui-même, c'est juste un prétexte pour pouvoir faire sa levée de fonds et puis faire son TGE, donc Token Generation Event, sortir son token et le dumper à la gueule des gens. Et ça, c'est une réalité qui existe dans la crypto, qui existe dans les startups aussi. Hein. Si vous allez dans le monde des startups traditionnelles, Web2, etc., le VC, le dumb VC Money qui investit dans n'importe quoi, et les fondateurs qui sont multi-entrepreneurs et qui sont à leur 10e startup en 15 ans à faire des levées de fonds, des séries A, et puis après, ça n'a pas marché, je suis dans mon prochain projet, je pivote. Ça existe aussi, quoi. Ça fait partie du monde de l'investissement. Le truc, c'est que vous, en tant qu'investisseur, vous arrivez au bout de la chaîne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là dans le seed round. Il n'est pas ouvert au grand public. Vous êtes là à apporter de la liquidité avec les autres et vous allez recevoir 1% du airdrop, quoi. Parce qu'il y a des fermes industrielles qui vont recevoir tout le airdrop et le token, au final, il se fait dumper parce que les investisseurs, ils ont une partie au TGE qui est liquide immédiatement, quoi. Voire, il y a une nouvelle méta maintenant qui est très utilisée, c'est on sort le token, mais le token, il n'est pas transférable. Mais par contre, les amis, ça fait tourner le compteur. C'est-à-dire que les investisseurs, ils signent des contrats. Nous vestons le token pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Sauf qu'on sort le token immédiatement. On le met non transférable, surtout en bear market. C'est plutôt sympa de le faire, de faire sa levée de fonds et puis de distribuer le token en bear market. Et puis une fois qu'on est en bull market, on rend le token transférable. Et puis là, ça a de la valeur. Et puis le vesting, il est passé, puisque officiellement, j'ai signé le contrat d'investissement il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc tout mon vesting, il est fait. Donc je peux dumper sur la gueule des gens sans aucun problème. Et ça, c'est une réalité qui existe sur le marché. Bizarrement, il y a peu de gens qui en parlent parce que beaucoup de gens ont les doigts dans le pot à la confiture, mais c'est une réalité dont il faut être conscient, quoi. Ouais, mais ça, après, c'est aussi la difficulté d'attirer des investisseurs et de leur proposer en même temps une unité de temps qui corresponde en fait à un retour sur investissement, quoi. Et c'est compliqué quand tu as des investisseurs qui veulent un retour sur investissement sur 1 an, voire 2 ans, alors qu'on est quand même dans un domaine hyper technique, hyper compliqué et qui demande en fait des années pour développer des produits concrets, comme dans toute industrie en fait. J'ai envie de dire, vous n'avez pas une start-up qui vous sort un produit en 6 mois et qui vous dit franchement, à moins que ce soit, je sais pas, une nouvelle brosse à dents avec des poils et encore, même si la technologie des poils de brosse à dents, il a fallu la développer, ça a pris des années. Donc ça n'existe pas. Mais si vous n'avez pas des investisseurs qui ont une vision en fait à 4, 5, 6 ans, effectivement, vous vous retrouvez pollué par des projets qui vont vendre du token. Et après, comme il y a quand même une machinerie qui est quand même assez développée entre le crypto Twitter, certains médias, etc., qui vont diriger
justement les moutons investisseurs vers ce genre de token. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les fameux Key Opinion Leader. En gros, ça veut dire influenceur. Hein. Putain, moi, ça m'a vraiment saoulé. En fait, Dubaï, c'est de mieux en mieux, mais il y a quand même cet aspect de ce Roland-là, et moi, c'est pas ma vibe. Donc, je suis un peu mal à l'aise à chaque fois que j'y suis, et je suis là, ta soirée, je vais pas y aller. Hein. Tu m'as invité sur ton yacht, machin, je vais te laisser y aller. Et puis, et voilà, ça m'intéresse pas vraiment, ce genre de truc. Et t'as des projets qui vont avoir 50, 70, 100, 150 angels, entre guillemets, qui sont juste des influenceurs qui vont pas avoir les mêmes conditions que les investisseurs normaux, les VC. Ils vont avoir souvent des vestings qui sont beaucoup plus courts, des valorisations qui sont un petit peu plus faibles. Et pourquoi ? Parce que c'est l'armée du chill. C'est-à-dire que vous regardez de façon les projets quand ils font leur annonce de levée de fonds et vous voyez les 50 ou 70 noms. Celui qui s'est fait un petit peu attaquer là-dessus, c'est Monad. Je ne sais pas si tu as vu passer, mais je crois qu'il y a 150. Le même, c'est qui n'est pas investisseur dans Monad. Et t'es là. Après, c'est pas un mauvais projet. Hein. Concrètement et techniquement, c'est bien. Mais tu as un peu cette industrie où tu as 80% du crypto Twitter un petit peu influent qui est investisseur dans le truc. Donc forcément, ils vont pas en parler en mal, quoi. Ils achètent un petit peu l'opinion des gens comme ça. Et il y a beaucoup de projets qui ont fait rentrer énormément d'angels où tu vois les noms et tu fais ah oui, c'est pour ça qu'il critique pas lui. Ouais, non, mais après, mais c'est aussi le pendant d'un écosystème où tout le monde veut s'enrichir en l'espace de quelques mois. Et donc, au bout du compte, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ça n'empêche que ce soir, on a encore l'élite. Donc, de toute façon, vous êtes encore là. Le truc, c'est que c'est bien d'en parler. Après, ça a toujours existé et ça existera toujours. Vous, en tant qu'investisseur, je ne suis pas en train de vous dire il faut faire la révolution, etc. Vous n'allez pas changer le monde. Hein. De toute façon, moi, j'accepte le monde tel qu'il est, avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est juste ne pas vous mettre dans une position, vous, en tant qu'investisseur, où vous jouez au jeu, mais pas vous vous mettez dans les mauvaises positions. C'est-à-dire que vous êtes le mouton qui est prêt à se faire tondre, etc. Et essayez de faire vos devoirs. Quand on dit faites vos devoirs, c'est essayer d'identifier les situations où finalement c'est mieux pour vous de ne pas y aller avec votre argent et de faire d'autres choses. Puisque au final, l'argent, quand on est investisseur, c'est l'outil de travail. Et c'est là où on va allouer son focus. Et ces investissements pour pouvoir générer, on l'espère, un retour positif à moyen et à long terme. Et donc, si on vous parle de ça, ça existera qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Ce qui est important et ce qu'on essaye de transmettre, c'est que ne soyez pas naïfs. C'est assez important parce que plus vous êtes conscient, plus vous faites de recherches, moins vous avez de possibilités de vous faire emberlificoter, pour être gentil, quoi. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau des airdrops, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce qu'en fait, entre ce qu'on a traversé en 2020-2021, où les gens aimaient tester des nouveaux projets, des nouveaux produits, des nouvelles blockchains, et derrière avaient peut-être l'opportunité un jour ou l'autre d'avoir un token qui allait tomber, mais de façon tout à fait hypothétique. Toi, Marc, je sais que Manu, tu avais travaillé pendant longtemps à faire ton tableau avec 2-3 autres personnes où tu avais répertorié des centaines d'airdrops, etc. Et pareil, c'est un tableau qu'on avait rendu public et gratuit, etc. Alors que c'est un tableau qui a dû rapporter des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de dollars au final. Et là aussi, c'est un peu un cadeau que tu avais fait à la communauté dans sa globalité. C'était surtout un pied de nez au BC à l'époque. Mais et comme tu le disais à l'instant, le truc, c'est qu'à cette époque, on a eu beaucoup d'argent qui a circulé au travers des airdrops, mais les gens participaient au projet, au blockchain et testaient pour le plaisir de tester. On n'avait pas encore une farmification ou une industrialisation du domaine. Envie, hein, tu vois. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la personne qui m'a envoyé des cryptos grâce à ce tableau-là. Donc, il y a une personne sur les milliers de personnes qui m'a envoyé 50 matiques. Si c'est toi et que tu te reconnais, merci beaucoup. J'ai été très touché par ton geste. Quant aux autres, vous avez bien fait de garder l'oseille parce que je vous avais rien demandé.
Ouais. Mais ça, tu soulèves un truc, c'est que s'il fallait attendre des donations, tu peux attendre longtemps. Ah ouais, non, les donations, là, tu pouvais pas. Mais c'était assez marrant de se dire que. Non, mais il faut imaginer que ce tableau, on l'a revu dans des émissions en Inde, en Angleterre et tout. C'était assez marrant de voir que l'Excel avait fait le tour du monde. Donc c'était assez sympathique, quoi. Les choses ont un peu changé. Moi, je pense que le seul qui s'en sort en donation, c'est ZachXBT. Mais lui, il s'en sort parce qu'il a entre 5 et 10 millionnaires et gros projets qui lui disent bon, bah voilà, hein, tu parles pas de moi. Ah, et il a publié la liste de ses plus gros donateurs à un moment. Et je sais pas s'il a gardé le tweet ou pas. Et je suis là, ah ouais. Je sais pourquoi il donne. Bah en tout cas, on parle d'AirDrop. Après, il a des donateurs qui sont très legit. Hein. Je suis pas non plus. Voilà, c'est juste quelques noms qui m'ont fait un petit peu tiquer, mais il a aussi des gens qui sont très généreux et c'est cool. Hein. Je suis pas dans la soupe. Hein. Et je disais quoi? Et d'ailleurs, on parlait d'AirDrop. J'ai vu pas mal de gens parler de l'AirDrop des banques. Donc faites toujours attention aux liens malicieux qui est en dessous. Il y en a qui sont particulièrement bien faits. Tout à l'heure, j'ai même cliqué sur un lien pour vous dire. Tellement c'était bien fait. Et donc, il y a des banques, effectivement, qui sortent son truc. Je vous rappelle, hein, si vous voulez donner des points à Manu, parce que Marc, il est premier du top. Moi, je maintiens mais moi, je veux bien remonter. Donc, vous tapez Manu, M-A-N-U, et vous m'envoyez des points comme ça. Peut-être j'arriverai dans le top 100, qui sait. Je suis toujours top 1, je crois que ça s'est pas arrêté. C'est toujours top 1, j'ai regardé justement tout à l'heure quand j'ai vu. C'est grâce à vous, les copains. Hein. Ah ouais, je mets une distance, hein, je mets 5000 points. Moi, j'aurais bien voulu te rattraper, mais je suis encore loin. Bon, les copains, hein, mon code c'est Avechan, hein, n'hésitez pas. Non, le code c'est Manu. Et donc en tout cas voilà, petit débanque, on verra justement, là il y a encore des millions de alors points. C'est deux choses, hein, parce que là tu parles de Rabi, alors c'est la même société mais tu as deux produits, tu as Débanque lui-même qui est un peu un réseau social, un portfolio manager, etc. Et tu as Rabi qui est le wallet, et moi je pense qu'ils vont faire deux airdrops différents et que c'est deux choses différentes. Et donc là on parle le tweet, c'était un snapshot sur Débanque. Débanque, je suis pas numéro 1, hein. C'est des banques, il y a des Français. D'ailleurs, je connais certaines personnes qui souhaitent rester anonymes, donc je les citerai pas. Mais disons qu'on est bien représenté dans le top 100 les Français sur des banques. Donc, n'hésitez pas, hein, moi je suis des Miskate. Vous êtes beaucoup à me stalker sur mon wallet, donc continuez à le faire. Au moins, j'aurai un meilleur airdrop grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à aller me chercher. Pour me trouver, vous cliquez dans Rabi, le numéro 1, et si vous cliquez dessus, je pense que vous arrivez dans mon... si vous cliquez dessus, vous arrivez dans mon débanque, donc vous pouvez follow. Comme ça, vous pourrez dire à tout le monde, ah là, je connais les wallets privés de Marc, ce qui est le secret, je pense, le moins bien gardé de toute l'industrie. Mais comme ça, vous serez à armes égales avec les autres, quoi. Et ça me fera un meilleur airdrop. Et d'ailleurs, en parlant de code ou de raccourci, tu voulais nous parler de... c'était par rapport à Gnosis oui, bien vu, j'allais oublier. Gnosis Pay, que j'utilise quotidiennement. J'ai pas la carte là, parce que je sais pas mon... Et on précise, ça n'est pas sponsorisé, c'est juste un code pour avoir un raccourci au niveau de la liste pour ceux qui voudraient la Gnosis Card. En fait, ce code-là, ils me l'ont filé Gnosis pour, normalement, alors vous me direz au live de la semaine prochaine si ça a marché, mais normalement, ça vous fait sauter la liste d'attente. Et ça vous met en priorité. Ça ne veut pas dire que vous serez validé tout de suite, mais ça vous met en priorité pour être validé si vous voulez une Gnosis Card. Donc, je vous le mets dans le chat, si je le retrouve. Si je ne l'ai pas perdu. Oui, Gnosis Pay. Donc, voilà, je vous le mets dans le chat et ça vous permet d'avoir la Gnosis Card. Et ce lien-là, je crois que vous gagnez, que moi je gagne 10 €. Mais c'est pas énorme, je crois pas. Mais l'important, c'est surtout que vous sautez la liste d'attente. Donc voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Et du coup, ça vous permet de commander la carte. La carte, elle est sur Gnosis. Attends, je vais aller chercher mon wallet. Ça va vous montrer un petit peu le truc. Bon, il n'est pas là, hein, mais on est d'accord. Hein, pour Rabi, vous tapez Manu. Hein, Avchan, on s'en fout. Hein. On va lui demander de partager les points. Ouais. Il y a quelqu'un qui me demande pour Stratège. Stratège, je vais vous refaire un batch de
de testeurs, de bêta-testeurs d'ici une semaine, 10 jours. On a pris en compte, en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, qui nous ont fait des feedbacks. Manu, j'avais mis mon casque. Hein. Donc, merde. J'ai tout entendu. Hein. Je veux pas dire, mais bon. Mais dans le chat, ils me soutiennent parce qu'il y en a un qui a dit qui a clippé. Donc, je pense que j'allais recevoir en MP ton truc. Bon, vous inquiétez pas, vous pouvez soutenir Manu. Hein, on partage. On est dans le partage dans cette émission. Donc, j'ai récupéré mon wallet. Enfin, on dit portefeuille. Hein. Pourquoi je dis wallet? Ça, c'est la crypto, hein, malheureusement. Hein. Et sauf que c'est pas celui-là. Tu dis un wallet ou une wallet? Je dis un wallet. Il faudrait dire un wallet. Un, puisque non, un portefeuille. Ouais, un portefeuille, ouais, mais en anglais, c'est pas genré. Enfin, est-ce que j'assume le genre? Oula, on a divagué là. Bon, toujours est-il que la Gnosis P-Card, c'est no custodian, ça se passe sur la Gnosis Chain, les frais de transaction sont très peu élevés. Ça marche avec Gnosis Safe, qui est le wallet le plus secure on-chain. Tout le monde utilise des Gnosis Safe. Hein. AV, on l'utilise pour stocker des milliards dessus. Donc, c'est peut-être pas des milliards, mais des millions. C'est assez cool. L'équipe est sympa. Ça fonctionne très bien en Europe. Pour l'instant, c'est sans frais. Ça fonctionne avec des euros de Monerium. Et donc, vous pourrez, quand vous faites votre onboarding, normalement, ça vous fait aussi un onboarding prioritaire sur Monerium, si j'ai bien compris comment ils m'ont filé le lien. Et du coup, ça vous permet de dépenser vos euros, enfin vos cryptos, directement avec la carte. Quoi d'autre là-dessus? Un point impôt qui est important, si vous êtes français, faites attention là-dessus, parce qu'il y a des questions de plus-value, etc. Donc, je crois que vous avez le droit à 305 € avant que ça compte, que les compteurs tournent. Et après, je vous conseille de faire un petit peu gaffe là-dessus, parce que malheureusement, la France n'est pas particulièrement amicale avec les cartes crypto. Et KYC obligatoire, bien sûr, les amis, on parle de vrai euro. Les 30%, Erratic, il dit quel est l'intérêt si c'est pour prendre les 30%. Bah, les 30%, tu les prendras quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne. Tu sors, hein. Dès que tu vas dépenser quoi que ce soit, dès que tu vas acheter, dès que tu vas cash out, tu les prends. Donc, que ça soit au travers d'une CB ou à travers de l'argent qui arrive purement et simplement sur ton compte en euros, je ne comprends pas la finalité de systématiquement voir le truc des 30% comme une non-fin absolue. À partir du moment où tu veux convertir un crypto-actif en France et le convertir en euros, bah, tu as les 30%. C'est su et connu depuis des années. Et oui, on ne peut pas encore passer au travers, si ce n'est se réfugier en stablecoin. Et encore que ça, dans les prochains mois, ça risque d'être très sujet à discussion aussi. Ouais, d'ailleurs, ça aussi, les stablecoins, ils partent à la guerre. Vas-y, Manu. Ouais, et d'ailleurs, Bruno, il vous a tous cramé, hein, parce qu'il a dit il y a 5 millions de gars qui ont du Bitcoin, qui ont de l'Ether, etc., et qu'il n'y a que 150 000 qui ont déclaré. Donc, il n'est pas content, Bruno, et... Vous avez tous produit, les amis qui nous écoutent là. Il a dit, je vais venir vous chercher à la maison. Hein. Alors, comme ça, on a des choses à se reprocher dans le chat. Moi, après, vous êtes peut-être... on reconnaît, hein, on parle souvent de la France parce que forcément, c'est le cœur de notre audience. Mais on salue tous les francophones, notamment ceux qui sont dans des cieux fiscaux un petit peu plus cléments d'un point de vue de la régulation sur les cryptos. Je pense notamment à nos amis belges, où si tu détiens tes cryptos pendant plus d'1 an, a priori, les plus-values sont en tout cas, ça dépend. Je ne suis pas là pour faire un cours fiscal. Mais voilà, il existe des cieux un petit peu plus cléments que la France sur le sujet. Même si la France, les 30%, c'est pas le pire système. Hein. Aux États-Unis, c'est un petit peu, c'est moins sympa hein, en vrai. Donc, on se plaint beaucoup de la France, mais c'est pas le pire système qui existe. Hein. Non, clairement pas. La France est souvent taxée de paradis fiscal puisque vous ne payez rien à partir du moment où vous ne sortez pas de crypto vers les fiat. Donc, et ça aussi, c'est intérêt, hein, parce qu'on en parlait en début d'émission, mais quand vous faites une plus-value, que vous êtes imposé sur cette plus-value, mais que vous ne vendez pas et qu'au final, vous faites rug, ça peut faire très, très mal. Et on voit quelques vidéos sur Internet où il y a des gens qui se retrouvent dans des situations assez complexes et on ne le souhaite à personne. Ouais, très, très clairement. Et...
Et en plus, vous n'avez pas d'argent, parce que vous êtes américain. Vous n'avez pas le droit. Ouais, c'est vraiment les Américains, ils s'en sortent pas si bien. Hein. C'est pour la terre des opportunités. On nous pose des questions. Que vaut la Gnosis Card par rapport à Holy Health, dont j'avais parlé plusieurs fois. Holy Health, c'est très bien. C'est plus agnostique. C'est-à-dire qu'ils vont accepter vos cryptos sur Arbitrum, sur Polygon, etc. La seule différence qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas ce partenariat avec Monerium. Et Monerium, c'est plus qu'un PSAN, parce qu'on pose la question, donc je me permets de répondre à 2 questions en même temps. Est-ce que Gnosis Pay est PSAN? Gnosis Pay n'est pas PSAN, mais par contre, l'euro E, c'est une e-money license, donc c'est un euro numérique. Donc l'euro E, c'est pas un stablecoin, c'est un euro. Et c'est ultra régulé, et c'est bien régulé au niveau européen. Donc a priori, Monerium, sauf erreur de ma part, et parce que j'ai mal fait mes devoirs, mais dans l'état actuel de mes connaissances, ils n'auront aucun problème avec Mika ou ce genre de choses. L'euro E, c'est du solide en termes de régulation, parce qu'ils ont fait le travail pour avoir les licences adéquates. Donc c'est au-dessus du PSAN en termes de régulation. Et donc ça va être la différence. Il y a One Inch aussi, on le disait dans le chat, qui se prépare à sortir une carte. One Inch, ils sortent leur carte en partenariat avec Bankst. Donc ça va être la même chose que la Ledger carte. Donc je suis pas sûr que ce soit un truc très intéressant, pour être honnête. J'attends de voir, mais après, je suis pas hyper bullish sur le produit. Je l'essayerai, hein, parce que j'essaye tout de toute façon, et je vous ferai un feedback en direct. Mais en tout cas, Holy Held, on nous demande à chaque fois de le préciser, à chaque fois, parce que comment ça s'écrit. Donc c'est H-O-L-Y-H-E-L-D. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat, parce que à chaque fois que je parle de ce projet, j'ai 3 ou 5 commentaires sur YouTube et dans le chat pour dire il parle de quoi, comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc voilà, H-O-L-Y-H-E-L-D. D'ailleurs, pour pas faire de favoritisme, comme c'était marqué sur le chat, il y a également des blocs, D-E-B-L-O-C-K, comme un bloc, quoi, qui viennent de lever normalement leur liste d'attente. Et donc, c'est un projet qui vous permet d'avoir un IBAN français et sur lequel vous êtes théoriquement safe de ne pas vous faire kick par votre banque quand vous allez commencer à faire des petits mouvements. Donc, bien entendu, il y a une vérification complète d'identité, certainement qui vous demanderont d'où viennent les fonds ou ce genre de conneries. Mais voilà, c'est pour ne pas en favoriser un plus qu'un autre. Je trouve quand même que petit à petit, on est en train de voir apparaître des projets qui vont dans le sens de l'utilisateur. Surtout des blocs. Alors, on est sponsorisé par aucun d'entre eux. Hein. On a un lien de référal sur Gnosis Pay, on vous l'a partagé, on a dit que c'était un lien de référal. Par contre, on n'est pas payé par Oliel et on n'est pas payé par des blocs non plus. D'ailleurs, si Claire nous regarde, rends l'argent, donne-nous un peu d'argent et viens passer dans l'émission parce que c'est bien ton projet et viens soutenir un peu la chaîne parce que tu as levé des sous, donc tu as les moyens de faire une sponsor. Donc, sors le chéquier et viens dans l'émission et on présentera ton projet avec plaisir. Ça joindra l'utile à l'agréable, comme on dit. Mais des blocs, on en parle gratuitement. Ils sont sur le site de l'AMF. Ils sont liste blanche PSAN. Ils ont un numéro d'enregistrement. Donc, c'est a priori super régulé. Vous pouvez y aller tranquillement. Et comme tu as dit, CM, ils vous filent un IBAN français. Donc, ça aussi, ça peut avoir des avantages. Donc, moi, dans l'état actuel de mes connaissances, il y a 0 red flag sur ce projet. Donc, on peut le recommander. Oui, parce que tu dis ça, effectivement, parce qu'on parlait de Monerium juste avant. Et Monerium, avant, je crois qu'on avait des IBAN espagnols et maintenant, on doit avoir des IBAN estoniens. Ouais, c'est ça. Ouais. Estonien, ouais. Donc, ça fait toujours des virements qui viennent, bon, soit de la zone euro, hein, mais qui viennent de l'étranger. Donc, peut-être qu'il y en a qui peuvent faire, ça peut faire tiquer votre banquier, je ne sais pas. Ouais. Moi, j'ai le fameux problème. J'ai certaines administrations, ils veulent pas de mon IBAN lituanien puisque je suis chez Revolut, c'est mon compte principal Fiat. Et j'envoie sur certaines administrations, c'est souvent l'administration, hein, mais de temps en temps, ça bloque, où ils disent non, on veut un IBAN d'un autre pays, tu vois, et du coup, ça bloque un peu, quoi. Donc, c'est toujours bien quand on est français d'avoir un IBAN français, quoi. Revolut, récemment, ils n'ont pas switché vers un IBAN par pays plutôt que lituanien? Ouais, mais pas dans le pays où je suis.
Ah, encore. merde. Ouais. Donc bientôt, un jour. Ok. C'est bon à savoir. Mais ouais, c'est vrai que Revolut aussi, ils sont plutôt friendly. En français, normalement, il y a Boursorama qui vous vire pas trop de la banque aussi, niveau crypto. En banque pure player crypto qui accepte vraiment de but en blanc les cryptos, mais je ne sais sous quelle vérification. Il y a deux Lubac qui sont localisés autour du Bordelais, si je dis pas de bêtises. Alors, de du bac, il Euh, faut un portfolio un petit peu plus important. ouais, Je pense que c'est pas une banque grand public. Alors, c'est très bien de l'UBAC, hein. Ils sont membres de l'ADAN, donc j'ai côtoie assez régulièrement. Mais on est pour des gens qui ont un certain patrimoine. Je suis pas sûr qu'il faut pas non plus des millions. Hein. C'est pas. Il y a le cliché des banques privées où il faut être Bettencourt pour avoir accès à un compte comme ça. Mais ils vont pas vous prendre si vous êtes à découvert de 300 € tous les mois sur votre compte. C'est très clairement, on est sur un autre type de public. Il faut en avoir conscience. je pense qu'on aura fait un bon petit résumé de tout ce qui se propose aujourd'hui au public français, voire francophone élargi à la zone euro ou d'autres pays au travers de la planète depuis lesquels nous écoute notre auditoire. Et après, je pense qu'on a fait pas mal le tour pour ce soir. Je ne sais pas si vous aviez encore un ou deux petits trucs à traiter avant qu'on se quitte. Ouais, en tout cas, c'était bullish post-bull run, là, hein. C'est-à-dire comment est-ce qu'on dépense tout l'oseille qu'on a gagné, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet oseille? Peut-être qu'on va encore perdre 30% sur les marchés après avoir fait une émission. Ouais, c'est bien possible qu'on se fasse direct punir pour défaut de bullishness. Mais en tout cas. Ça fait quelques temps que le marché il est quand même vachement casse-gueule. Hein. Depuis qu'on a arrêté la poussée frénétique du début d'année, là, on ne sait pas trop où on va. Et tu sens qu'à tout moment, ça peut se dégrader et sur la régulation, et sur le macro, et une guerre qui s'envenime. Enfin, on a un sacré bordel quand même. Très clairement. Ouais. Et je pense que c'est ce que je disais dans la préparation avant l'émission, c'est le bull market le plus bizarre qu'on ait eu. Mais en même temps, chaque cycle est unique à sa propre manière. Donc, au final, on verra. Je pense qu'on va avoir un été bien pourri, mais que la fin d'année ou du début de l'année prochaine, je ne fais absolument pas partie des gens qui disent que le cycle est terminé et qu'on rentre en bear market. Appelez ça du déni si vous voulez, mais je pense que ce cycle n'a pas dit son dernier mot et qu'il y a encore de l'expression à la hausse qui va être fait. Ou alors c'est le bull market le plus pourri de toute l'histoire des cryptos. Et ça aussi, c'est une possibilité, mais jamais dans l'histoire des cryptos, on a juste égalisé l'all-time high précédent. Généralement, on dépasse l'all-time high précédent et après, on s'exprime sur un cycle. Donc, il reste encore des choses à faire, mais ça prendra le temps d'arriver à maturité. Maintenant, la crypto est un produit financier à part entière, un pan de l'industrie financière. Et pour débloquer les étages supérieurs, il faut que la régulation se fasse et qu'on sorte un petit peu de l'amateurisme et qu'on se professionnalise. Je pense que c'est tout l'objet de ce cycle-là, mais ce sont des éléments qui prennent du temps, parce que le temps des régulateurs, c'est pas le temps des spéculateurs. Et donc, on aura peut-être un cycle qui s'étalera plus sur la longueur et qui mettra plus de temps à s'exprimer. Avec des bâtons dans les roues régulièrement en cours de route, quoi. Avec des nouveaux amis. Il y a beaucoup de gens qui me demandent AV, la V4, etc. C'est sur le forum, les amis. Je vous en parlerai. Là, il va y avoir un vote. On va laisser le vote se passer et puis je vous en parlerai quand le vote sera passé. On a pas mal de choses à dire, donc je pense qu'on peut passer une émission dessus, hein, parce que c'est AV 2030 quand même. Hein, donc il y a 5 ans de roadmap bien tassé. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. On va pas le faire à 5 minutes au bout d'une heure et demie d'émission. Vous inquiétez pas, j'ai toujours le droit d'en parler. J'ai réagi parce que quelqu'un dit oui, tu n'as plus le droit d'en parler. Bah si, j'ai le droit d'en parler, s'il te plaît, quand même. Mais il a plus le droit d'en parler maintenant qu'avant d'ailleurs. Ouais, beaucoup plus même. et du coup, quand ce sera un petit peu plus mature, je vous en parlerai. Mais en attendant, c'est sur le forum de gouvernance. Vous tapez gouvernance.av.com et si vous voulez faire vos devoirs, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi faire app.x23.ai
Ça, c'est le site qui vous fait des résumés par intelligence artificielle de ce qui se passe dans les forums de gouvernance. Normalement, si vous m'avez écouté, vous faites ça tous les matins en prenant votre café pendant 10 minutes et vous en savez plus que 99% des gens sur Crypto Twitter. Si vous ne le faites pas encore, eh ben, c'est votre occasion de commencer. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine, les amis. Yes, merci d'avoir été là, Marc, Manu, et dans le chat, malgré le faux départ, puisqu'au final, on a quand même fait 5-10 minutes sur une première émission, ça a coupé du côté de Twitch, puis on a relancé. Donc, on est à 1h30 bien tassé. On vous souhaite une bonne soirée. Il y aura le replay du côté de YouTube demain matin et mercredi pour la quotidienne, comme d'habitude. En vous souhaitant une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao à tous. Ciao.